Imaginez une jeune mariée romaine, à peine sortie de l'enfance, arrachée aux bras de sa mère pendant qu'autour d'elle, la foule fait semblant de se réjouir. Sa robe blanche tombe mollement sur ses épaules, ses joues sont mouillées de larmes et elle sait déjà qu'elle laisse derrière elle toute trace d'innocence. Ce n'était pas une scène d'amour, mais la dure réalité d'un mariage royal dans la Rome antique. On évoque souvent la grandeur de Rome, ses statues de marbre, ses palais dorés, ses empereurs tout-puissants. Mais derrière ces murs éclatants se cachait une vérité bien plus sombre. Le mariage n'était pas un acte d'amour, mais un contrat de pouvoir où l'obéissance était exigée, le silence imposé et le destin de la femme fixé avant même qu'elle puisse rêver. Même les reines, parées d'or et de laurier, tremblaient le soir de leurs noces, soumises à des rites qui effaçaient leur identité et à des lois qui les réduisaient à l'état de bien. Ce qui paraissait majestueux n'était qu'une prison déguisée en splendeur. Derrière la beauté de l'Empire se cachait une société fondée sur la peur, le silence et la souffrance. La première vérité, c'est que la mariée n'était pas une épouse, mais une propriété politique. Ces femmes n'étaient pas mariées, au sens noble du mot, elles étaient échangées. Les filles étaient promises comme des marchandises pour sceller des alliances, et le consentement n'était pas seulement ignoré, il était jugé indécent. Un père pouvait donner sa fille alors qu'elle n'était encore qu'un bébé, et cet engagement était valable à vie. Imaginez grandir en sachant que votre corps appartenait déjà à un inconnu. Le plus effroyable, c'est que ces transactions étaient célébrées comme de nobles unions. Les familles puissantes mettaient littéralement leurs filles aux enchères politiques. Les sentiments ou les droits des jeunes femmes n'entraient jamais en ligne de compte. L'empereur Auguste lui-même força sa belle-fille, Livie, à quitter son mari alors qu'elle était enceinte pour l'épouser. Elle dut accoucher sous son toit d'un enfant qui n'était pas le sien. Ces drames n'étaient pas des exceptions, mais des habitudes institutionnalisées. Les femmes étaient élevées pour croire que leur unique rôle était de donner naissance à des héritiers. Et le mariage lui-même n'était qu'une cérémonie de domination psychologique. Leur tenue symbolisait cette soumission, une tunique blanche serrée par le nœud d'Hercule, que seul l'époux pouvait défaire, et un voile rouge orangé, couleur du sang et du sacrifice. On coiffait les mariées comme des vestales, ces prêtresses condamnées à être enterrées vivantes si elles perdaient leur virginité. Pendant la cérémonie, elles devaient pleurer et crier comme si elles étaient enlevées de force, sinon le mariage pouvait être annulé. Des témoins étaient présents pour attester qu'elle avait bien été saisie à la manière d'un butin. On la tirait parfois littéralement des bras de sa mère, sous les acclamations des invités. Même le geste romantique de la porter au seuil de la maison symbolisait en réalité sa soumission. Elle n'avait pas le droit d'y entrer par elle-même. Le mariage romain n'était pas une union, mais un transfert de propriété. Selon la loi dite Manus, la femme passait de l'autorité de son père à celle de son mari, perdant jusqu'à la moindre protection légale. À l'instant où elle prononçait ses vœux, elle cessait d'exister en tant qu'être libre. Dans la Rome antique, un mari avait le droit de battre, d'humilier, de vendre les biens de sa femme, voire de la tuer, tant qu'il prétendait agir au nom de la discipline domestique. Les femmes ne pouvaient ni posséder de biens, ni signer de contrats, ni même sortir sans l'autorisation de leur époux. Le plus choquant, c'est que la loi romaine considérait le corps de la femme comme la propriété de son mari, en employant les mêmes termes juridiques que pour le bétail. Sous le principe du patria potestas, les hommes détenaient un pouvoir absolu sur leurs épouses, pouvant aller jusqu'à les exécuter pour adultère, désobéissance ou simple consommation de vin. Cato l'Ancien, figure respectée de Rome, affirmait d'ailleurs qu'il tuerait sa femme de ses propres mains s'il la surprenait en train de boire. Les spécialistes du droit ancien comparent souvent le mariage romain à un contrat d'esclavage, à la différence près qu'un esclave pouvait parfois racheter sa liberté, contrairement à une épouse. Celles-ci restaient prisonnières de leur union, sauf si leur mari décidait de les répudier, ce qui signifiait la honte publique ou l'exil. Certaines préféraient même devenir courtisanes pour retrouver un semblant de liberté. La nuit de noces n'était pas un moment d'amour, mais un acte de conquête. Les écrivains de l'époque décrivaient souvent cette première nuit comme une victoire militaire. Le mari y tenait le rôle du conquérant et l'épouse celui du territoire conquis. La plupart des jeunes filles, âgées de 12 à 16 ans, étaient mariées à des hommes beaucoup plus âgés. Leur première nuit était souvent marquée par la peur, non par la joie. Des textes médicaux évoquent la détresse et les traumatismes de ces jeunes épouses, mais la société fermait les yeux. Résister revenait à enfreindre le contrat de mariage, un acte puni sévèrement. Certaines femmes cherchaient à atténuer leur peur à l'aide d'herbes ou de boissons enivrantes, d'autres désespéraient au point de vouloir en finir. Les noces romaines, fastueuses en public,
cachaient ainsi des tragédies silencieuses. Quant aux reines et impératrices, elles vivaient sous une pression inhumaine. Leur valeur dépendait entièrement de leur capacité à donner un héritier mâle. L'échec signifiait l'exil, la disgrâce ou la mort. Elles étaient traitées comme des instruments de reproduction destinés à fournir des successeurs. Chaque mois sans grossesse était perçu comme une faute et les médecins n'hésitaient pas à les examiner pour les déclarer défectueuses. Certaines allaient jusqu'à simuler une grossesse pour gagner du temps. Donner naissance à une fille était presque aussi grave que ne pas concevoir du tout, car les femmes ne pouvaient hériter. Julia, la fille de l'empereur Auguste, fut mariée et répudiée 3 fois avant ses 25 ans, selon les besoins politiques du moment. Poppaea Sabina, l'épouse de Néron, mourut enceinte après avoir été frappée au ventre par son mari furieux de ne pas avoir d'héritier mâle. Beaucoup de ces femmes souffraient de traumatismes physiques et psychologiques dus aux grossesses répétées, aux fausses couches et à la peur constante de perdre leur statut. Même celles qui donnaient naissance à des fils vivaient dans l'angoisse permanente de les voir mourir. Le pire restait le silence imposé. Les femmes n'avaient pas le droit de se plaindre, car dénoncer la brutalité de leur mari était considéré comme une honte plus grave encore que la violence subie. La pudicitia, cet idéal de vertu féminine, exigeait soumission et silence absolu. Dans ce monde, la souffrance des femmes devait rester invisible. Dans la Rome antique, certaines femmes étaient traitées comme des criminels simplement parce qu'elles osaient briser le silence imposé autour des violences qu'elles subissaient. Ce qui rend la situation encore plus révoltante, c'est que la loi romaine interdisait aux femmes de témoigner de leurs propres agressions. Une reine pouvait être battue jusqu'à l'inconscience par son mari, mais son témoignage n'avait aucune valeur légale. Seuls les hommes pouvaient parler devant la justice et, sans surprise, ils le faisaient rarement contre d'autres hommes. Lorsqu'elles cherchaient du secours auprès de leur famille, les reines étaient souvent sommées de supporter avec dignité. Se plaindre risquait de ternir le prestige politique de leurs proches. Beaucoup de pères refusaient même de recevoir leurs filles maltraitées, par honte d'avoir marié leur enfant à un homme cruel. Les traités médicaux de l'époque rapportent des cas de femmes de la noblesse présentant des fractures, des blessures internes, des traces de coups. Pourtant, les médecins n'avaient pas le droit de mentionner la cause réelle. Ces traumatismes devaient être attribués à des accidents ou à une prétendue faiblesse féminine. Privées de parole, certaines reines inventèrent des moyens secrets pour se prévenir entre elles du danger. Elles utilisaient des bijoux, des couleurs de vêtements, des gestes discrets pour signaler les hommes violents ou meurtriers. Mais la loi du silence était si totale que presque aucun témoignage direct de ces femmes ne nous est parvenu. Écrire sur leurs souffrances pouvait leur coûter la vie. La violence comme devoir conjugal. Dans la Rome impériale, la brutalité domestique n'était pas seulement tolérée. Elle était considérée comme un signe de bonne gestion du foyer. Les maris avaient le droit et même le devoir de corriger leurs épouses. Ces corrections modérées incluaient les coups de bâton, le fouet ou l'enfermement sans nourriture. Mais cette cruauté allait bien au-delà. Les hommes pouvaient légalement exécuter leurs femmes pour adultère, un terme si vague qu'il suffisait parfois d'un sourire ou d'un cadeau reçu d'un autre homme pour être condamné à mort. Messaline, épouse de l'empereur Claude, fut exécutée sans procès sur la base d'accusations inventées de toutes pièces. D'autres femmes furent battues à mort simplement pour avoir donné leur avis, demandé une robe ou osé sortir sans autorisation. Ce n'étaient pas des crimes, c'était la vie quotidienne d'un système où la domination masculine était loi. Les abus n'étaient pas seulement physiques. Les menaces psychologiques étaient fréquentes. Marie promettant de vendre les enfants en esclavage, de ruiner des familles entières ou de tuer des proches. Les historiens estiment aujourd'hui que la majorité de ces violences ne furent jamais consignées, tant elles étaient banalisées. La réputation comme arme mortelle. Pour les reines romaines, la peur ne s'arrêtait jamais. Une simple rumeur pouvait anéantir leur réputation et signer leur arrêt de mort. Dans une société obsédée par la vertu féminine, une accusation, même infondée, suffisait pour entraîner l'exil, l'exécution ou la disgrâce. Certaines reines vivaient comme prisonnières dans leur palais, craignant de parler à quiconque ou d'être vues en public. Les ennemis politiques utilisaient la calomnie comme arme. Il suffisait d'insinuer qu'une femme était infidèle ou manipulatrice pour la condamner sans procès. Julia, la fille de l'empereur Auguste, fut bannie sur une île lointaine, accusée d'adultère par des adversaires politiques. Elle mourut seule, effacée de l'histoire, alors qu'elle avait été l'une des femmes les plus influentes de Rome. Même Livie, l'épouse d'Auguste restée à ses côtés pendant 50 ans, ne fut jamais à l'abri des rumeurs. On l'accusait de complot, d'empoisonnement ou de manipuler l'empereur dans l'ombre. Pour se protéger,
certaines reines avaient recours à des réseaux d'espions ou payaient des informateurs pour surveiller ce qui se disait à leur sujet. Dans cet univers empoisonné par la peur et la calomnie, beaucoup choisirent la mort plutôt que le déshonneur. L'histoire romaine est remplie de femmes puissantes qui se suicidèrent plutôt que de subir la honte publique. La vérité derrière le mythe. Les reines romaines n'étaient pas des héroïnes de contes de fées, mais les prisonnières d'un système brutal. Leur vie de luxe cachait une réalité d'horreur, la peur, la violence et le silence. De l'esclavage conjugal à la terreur quotidienne, elles furent les victimes d'un empire glorifié pour sa grandeur mais bâti sur la souffrance des femmes. Alors, la prochaine fois que l'on parle de la splendeur de Rome, il faut se souvenir de celle dont la voix fut étouffée. Derrière les colonnes de marbre et les triomphes impériaux, il y avait des cris qu'on n'a jamais entendus. Dans cette vidéo, la vie des femmes romaines révèle un paradoxe cruel. Elles apparaissaient comme des symboles de prestige et d'élégance, mais leur existence réelle était façonnée par la peur et l'obéissance. Chaque décision, chaque geste, chaque parole était contrôlée, surveillée et jugée, souvent à leur détriment. Même les alliances politiques, vantées comme des triomphes pour les familles et l'État, s'accomplissaient au prix de la liberté et de la dignité des épouses. Les femmes, privées de droits fondamentaux et réduites à des instruments de pouvoir, devaient naviguer dans un labyrinthe de lois, de traditions et de menaces, où la moindre erreur pouvait être fatale. Leur courage résidait dans leur capacité à survivre dans un univers où le luxe n'était qu'une façade et la gloire, une prison dorée. Derrière chaque cortège nuptial, chaque banquet impérial, chaque statue glorifiant l'empereur, se cachait une réalité invisible, celle de femmes dont les voix, les larmes et les espoirs furent étouffés par le poids d'un empire construit sur la domination masculine et le silence imposé. Leur histoire, longtemps ignorée, rappelle que la grandeur d'un empire peut masquer les souffrances les plus intimes et les injustices les plus profondes, et que la mémoire des victimes est essentielle pour comprendre la vraie nature du pouvoir. Et pourtant, malgré cette oppression systématique, certaines femmes parvenaient à résister, à trouver des moyens subtils de préserver leur humanité et leur influence. Elles nouaient des alliances secrètes, échangeaient des confidences codées, et parfois manipulaient le pouvoir autour d'elles pour protéger leur vie ou celle de leurs enfants. Même dans un cadre légal et social qui les rendait invisibles, elles laissaient des traces, des indices de leur intelligence, de leur stratégie et de leur courage. Les histoires de Julia, Livie ou Popéa montrent que la survie dans la Rome antique nécessitait plus que la beauté ou le rang. Il fallait une résilience, une capacité à naviguer dans un monde de trahison, de rumeurs et de violences constantes. Ces femmes, souvent oubliées par les manuels d'histoire, sont les véritables héroïnes silencieuses d'un empire glorieux mais impitoyable. Leur combat quotidien pour exister et protéger leur dignité révèle que la véritable puissance ne réside pas toujours dans l'or ou le pouvoir officiel, mais dans la résistance invisible et la force de celle que l'histoire a tenté d'effacer. Malgré l'ombre écrasante de la loi et des traditions, certaines femmes réussissaient à façonner leur destin, ne serait-ce qu'en subtilité. Elles utilisaient l'intelligence, la séduction, la manipulation politique ou les alliances familiales pour influencer les décisions des hommes qui détenaient le pouvoir. Dans les couloirs silencieux des palais, elles transmettaient des messages codés, protégeaient leurs enfants et parfois empêchaient des exécutions ou des disgrâces. Leur stratégie était discrète, souvent invisible aux yeux des historiens contemporains, mais elles avaient un impact réel sur le cours des événements. Ce pouvoir invisible, exercé dans l'ombre de la peur et de la violence, était leur seul moyen de survivre et de préserver leur dignité. Ainsi, derrière le faste et les triomphes de Rome, se cache une vérité moins éclatante mais tout aussi fascinante. Celle de femmes qui, même prisonnières d'un système cruel, ont su résister, s'adapter et laisser une empreinte, parfois imperceptible mais durable, sur l'histoire de l'Empire. Leur courage silencieux rappelle que la grandeur d'un empire ne peut jamais totalement effacer la force des individus qui l'habitent. Et si certaines parvenaient à survivre ou à influencer les affaires du pouvoir, beaucoup d'autres étaient brisées avant même d'avoir pu comprendre ce qu'elles perdaient. Leur vie était ponctuée de pertes, de séparations et de peurs quotidiennes, chaque moment de joie étant entaché par la menace d'humiliation, de violence ou de mort. Pourtant, même dans cette détresse, elles développaient des réseaux de soutien, souvent entre femmes, partageant conseils, avertissements et stratégies pour contourner la surveillance et la brutalité. Ces liens invisibles constituaient une forme de résistance, une manière de préserver une humanité refusée par la loi et la société. Chaque geste discret de solidarité, chaque secret échangé dans le silence, était une petite victoire contre un système conçu pour les écraser. En fin de compte, l'histoire des femmes romaines n'est pas seulement celle de la souffrance,
mais aussi celle de la résilience, de l'ingéniosité et de la force intérieure qui leur permettait, malgré tout, de survivre et parfois de triompher dans l'ombre d'un empire construit pour les réduire au silence. Avec le temps, certaines de ces femmes réussirent à transformer leur position de faiblesse apparente en un levier d'influence subtil mais réel. Elles savaient utiliser les codes sociaux, les alliances familiales et les intrigues de cour pour protéger leurs enfants, préserver leur statut ou même guider les décisions impériales. Les historiens qui examinent de près les correspondances, les gestes symboliques et les alliances discrètes découvrent que, derrière la façade de soumission, elles exerçaient un pouvoir presque invisible mais tangible. Leur vie était un équilibre constant entre prudence et audace, chaque choix calculé pour éviter la disgrâce tout en préservant un espace d'autonomie. Ainsi, si l'histoire officielle vante les conquêtes militaires et la grandeur des empereurs, elle oublie trop souvent que la survie, l'intelligence et la résistance silencieuse des femmes ont façonné en filigrane la politique, la succession et parfois même le destin de Rome elle-même. Ces héroïnes anonymes, contraintes par les lois et les traditions, ont pourtant laissé derrière elles une trace durable de courage et de résilience que les siècles ne peuvent totalement effacer. Pourtant, malgré toute leur stratégie et leur résilience, le poids du système restait écrasant. Chaque décision, chaque mouvement était encadré par des lois et des traditions qui favorisaient l'homme et réduisaient la femme à un rôle secondaire, toujours subordonné. Même celles qui parvenaient à influencer le pouvoir de l'ombre vivaient constamment dans la peur. Peur d'une accusation, peur d'un mari violent, peur d'un empire qui récompensait la conformité et punissait la moindre audace. Leur quotidien était un exercice de survie mentale et émotionnelle, où le courage ne se mesurait pas à la grandeur des exploits mais à la capacité de maintenir son intégrité et sa dignité malgré l'oppression. L'histoire romaine, dans sa gloire publique, dissimule ainsi un monde intérieur de souffrances et de luttes invisibles, rappelant que derrière chaque triomphe impérial, il y avait des vies sacrifiées, des rêves brisés et des femmes dont le silence fut la seule protection contre la violence. Leur mémoire, longtemps étouffée, mérite pourtant d'être racontée, car elle révèle la véritable complexité et l'injustice d'une société qui, malgré son éclat, reposait sur la domination et la peur.